Chers auditeurs d'Alliance 92, bonjour sur l'émission En Barreau et pour cette semaine donc. On reçoit un jeune opérateur qui a fait ses études à l'extérieur, plus exactement au Canada, à travers donc des spécialisations bien claires. On parle de politique économique, mais également il a eu son certificat de communication politique. Bonjour Jonathan Genarville. Bonjour. Alors, vous avez préféré rentrer au pays après avoir suivi ces études-là? Oui, c'est exactement ça. Tout d'abord, par rapport à mon expérience personnelle à l'étranger, toutes mes expériences m'ont encouragé à revenir travailler au pays, apporter une valeur ajoutée, et par l'intermédiaire aussi de mes études, car durant mes études, j'ai pu étudier l'Afrique dans sa globalité et la colonisation. Et le résultat est que dans mon mémoire, j'ai trouvé utile de revenir au pays pour renforcer l'économie et les intellectuels au niveau du pays. D'accord, mais c'était quoi exactement le thème de votre mémoire? Le thème de ma mémoire, c'était la colonisation à Madagascar par l'intermédiaire de l'Afrique et surtout les pays anglophones. Je me suis pas spécialisé dans l'Afrique, dans Madagascar francophone, c'est-à-dire la colonisation pendant la colonisation française, mais plutôt pendant la colonisation anglaise. Et j'ai pu étudier ce qu'a apporté la différence entre la colonisation britannique et ceux des Français. Et le résultat est que la colonisation britannique a laissé l'aspect culturel, ce qui est pour moi important, car lorsque j'ai vécu à l'étranger, pour moi, une personne sans repère culturel est une personne perdue. Et ça m'a renforcé dans l'esprit de vouloir revenir au pays, renforcer la culture, mais également économiquement et intellectuellement les gens qui peuplent cette belle île. Oui, alors d'accord, c'était le tremplin même de votre futur actif d'aujourd'hui, mais c'est-à-dire que être de retour au pays, c'est avoir quoi dans l'esprit même? Alors, être de retour au pays, déjà, c'est avoir un esprit de combativité parce que j'ai vécu environ 20 ans avant de partir à l'étranger, ma première expérience à l'étranger. Et je savais déjà les difficultés, par exemple, vis-à-vis de la vie de tous les jours, ou ne serait-ce que par rapport aux législations, ou tout ce qu'on peut avoir comme appréhension au niveau de l'entrepreneuriat. Mais il faut être une forte tête, une tête brûlée pour pouvoir se lancer et avoir une vision globale pour pouvoir achever tout ce qu'on veut réaliser. Parce que il faut savoir que c'est dur l'entrepreneuriat. C'est pas seulement à Madagascar, c'est pas seulement à l'étranger. Mais quand on se lance dans cette aventure, il faut se préparer mentalement, être fort. On aura toujours des difficultés à traverser. Mais c'est l'esprit qui nous guide, qui doit être fixé sur des objectifs. Parce que c'est les objectifs, personnellement, moi, qui me fait tenir dans l'avancement de mes projets. Mais sinon, il faut surtout une bonne poigne pour se lancer dedans. Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas forcément les moyens, parce que les moyens viendront. Quand on a un objectif, c'est là qu'on peut savoir si on y arrivera ou pas. Mais si on n'a pas d'objectif et qu'on se lance à tête perdue dans cette aventure, alors c'est déjà une bataille perdue d'avance. Alors vous avez misé par rapport justement aux moyens, à la ressources humaines, c'est-à-dire retour à la terre, la communauté et l'environnement. Oui. C'était votre objectif a priori pour s'activer dans le monde entrepreneurial? On va dire que c'était quelque chose qui est venu à moi. J'y ai pas forcément pensé. Au début, quand je revenais du pays, je n'avais pas d'idée claire sur quoi entreprendre. J'ai commencé par un restaurant qui n'a pas marché. Et ensuite, j'ai découvert d'autres personnes qui m'ont présenté les communautés locales et leur travail. Et j'ai
est vu là une potentialité, c'est de renforcer leur production, c'est-à-dire à travers ce qu'ils produisent. Il faut savoir que les communautés rurales produisent énormément de denrées, que ce soit alimentaires ou non alimentaires, mais qui sont pour la plupart du temps des invendus. De un, parce qu'ils n'ont pas les capacités à les vendre et les moyens aussi, et de deux, c'est parce qu'ils sont parfois, pour certains, enclavés. Ma première expérience en tant qu'exportateur-importateur, ça a été l'export de pois de Cap. Mais une des difficultés que j'ai traversées, c'est surtout le fait que les villageois avaient des dettes par rapport à certains, on va dire, financiers. Et ma principale difficulté a été de trouver un moyen de contourner ces dettes villageoises pour pouvoir injecter de l'argent dans cette économie rurale, à un petit niveau encore, mais pour les aider à exporter leurs marchandises et à produire des denrées de meilleure qualité. D'accord, mais comment a été l'approche au niveau justement de ces communautés rurales ? Alors, moi, j'ai surtout eu la chance d'avoir travaillé avec eux auparavant, durant mes années de lycée. Et j'ai pu utiliser ces contacts par l'intermédiaire des associations pour m'intégrer dans le cycle de production, production, voilà. Agricole, parce que mon objectif premier, ce n'est pas de me substituer à eux, ni de leur dire comment planter. J'engage des ingénieurs agronomes pour leur donner des meilleurs rendements, mais mon objectif premier est d'injecter de la liquidité dans ces ruralités afin de développer une vie autour de leur production et qu'ils restent surtout à la campagne, parce que en général, quand les gens n'ont plus de quoi subvenir à leurs besoins dans les campagnes, ils viennent en ville remplir les mendiants qui existaient déjà. Et moi, c'est la tendance à laquelle je veux inverser, c'est encourager les gens à rester chez eux, mais en leur donnant de meilleurs moyens. Mais comment les convaincre alors ? Par l'action, pour moi, dans mon cas, je les convainc dans le fait que chaque année, je viens avec une sorte de contrat, parce qu'il faut savoir que le contrat est obsolète ici chez nous. Donc, c'est comme un contrat non officiel, non dit, mais on s'accorde... À la manière culturelle, donc voilà. Vous voulez dire par là. Voilà, exactement. On s'accorde sur le fait que je vais prendre une telle quantité dans une telle localité, et en échange, je leur donne le jour même où je retirerai la production, l'équivalent de ce qu'ils ont produit. Et c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés quand même dans leur compte, mis à part donc les dettes ici, par-ci, par-là, et la rentabilité au niveau du foyer, au niveau du village. Oui, on essaie encore, parce que dans certains cas, ils sont encore rattachés financièrement à ces créanciers-là, mais on essaie de les convaincre, surtout, on les éduque. C'est aussi un travail de long terme, parce que il y a une éducation derrière où on les incite à ne pas contracter de crédit envers tel ou tel opérateur, mais c'est pas une discrimination quand même de votre côté par rapport à leur relation d'antan avec ces autres opérateurs-là? Non, notre objectif, c'est juste de les expliquer que on récolte ce que l'on sème, c'est-à-dire que si vous produisez, vous n'avez pas à avoir des dettes par rapport à des choses qui ne vous apporteront pas forcément une plus-value. Moi, une des choses que je mets en avant surtout, c'est l'éducation financière. C'est pas dans le but d'être riche, mais c'est dans le but de comprendre comment fonctionne la finance mondiale aujourd'hui et comment s'en sortir. C'est-à-dire vivre avec le nécessaire. Parce que aujourd'hui, contrairement aux idées reçues, économiser, ça ne marche plus. Nous sommes dans une finance décentralisée où l'argent circule entre l'argent. Et donc,
éduquer les populations villageoises à produire, c'est aussi les éduquer à avoir le pouvoir. Parce que sans les populations villageoises, les villes ne seraient pas nourries. Et ça, bien souvent, on l'oublie. Donc, l'objectif, c'est surtout de montrer aux villageois que le pouvoir leur appartient. Et que grâce à ce pouvoir-là, ils ne sont pas obligés de vivre dans leurs conditions actuelles. Alors, on parle d'économie, mais vous faites aussi référence quand même aux besoins d'ailleurs par rapport aux produits. Est-ce qu'on peut, de vos activités, est-ce qu'on peut les trouver facilement, ces produits, sur le terroir? Oui. Par rapport à vos activités. Alors, les activités qu'on fait, par exemple, c'est la production de miel. On le fait du côté du sud-est de l'île, dans la région Manakar. Il y a aussi le Pois de Cap, comme je l'ai dit. Tout ce qui est grain sec, ça se situe au sud. Pois de Cap, en malgache, on appelle ça... j'ai oublié le nom, mais il faut savoir que les demandes, Madagascar est quand même le grenier de l'océan Indien, si on peut dire ça comme ça, parce que on produit beaucoup, mais nos voisins, Maurice, Réunion, Seychelles, demandent aussi, ont une forte demande de nos produits. Je ne parle même pas encore de la vanille dans la région nord-est, mais ne serait-ce que les produits qu'on peut voir dans les marchés ici, en ville, tous ces produits-là ont une forte valeur marchande et une forte demande, surtout au niveau de l'Afrique. Parce que pour moi, le développement, ça commence à côté avec nos voisins. On va pas aller chercher les gens en France ou en Europe pour acheter nos produits. C'est les Africains qui sont nos voisins et qui en ont besoin d'ailleurs parce qu'ils partagent une même racine culturelle que nous, les mêmes habitudes alimentaires. Quand j'étais au Kenya, j'ai été étonné de voir que le Kenya est un des pays qui importe le plus le pois de Cap. Or, il le produit. Et c'est des choses comme ça. Le thé, toutes ces richesses-là, Madagascar les produit, mais elles sont encore mal exploitées. Et d'où ma conviction d'aller vers les populations productrices et de les soutenir. D'accord. Mais est-ce que les quantités correspondent aux efforts? Alors, pour répondre au marché mondial, les villages ne suffisent pas. Bien souvent, il faut aller chercher dans plusieurs villages, dans une région parfois même, et faire une sorte de collecte. Et c'est seulement qu'à ce moment-là qu'on pourra répondre aux besoins internationaux. Mais mon travail consiste aussi à les aider à renforcer leur production. Donc, parfois, comme je l'ai dit précédemment, on engage des ingénieurs agronomes pour améliorer la productivité et la quantité de certaines denrées. Par contre, on peut pas tout couvrir, mais le peu d'activités qu'on exploite, on essaie de bien faire pour l'instant. Alors, travailler localement, bien que vous ayez fait vos études à l'extérieur, ces atouts que vous avez apportés d'ailleurs, est-ce que ça se marie très bien dans la façon managériale et dans la façon de communiquer, puisque vous avez fait aussi de la communication? En termes généraux, il faut s'accoutumer d'abord au pays auquel on est. J'ai été de formation française. J'ai évolué dans un cercle de l'agence française. Donc, j'ai été un peu écarté de la réalité de ce qui se passe à Madagascar. Cependant, ça a été comblé par l'intermédiaire de mes expériences personnelles. La chose la plus importante que j'ai appris, c'est qu'on ne conduit pas une entreprise en Occident comme on conduit une entreprise ici en Afrique. Parce qu'en Occident, tout est régi, enfin la majorité est régie par des lois ou des textes ou une charte pour l'entreprise. Mais ici à Madagascar, c'est plus de l'adaptation que suivre ce qui est écrit. Donc, par exemple, une des difficultés que j'ai rencontrées, ça a été de trancher si je devais emprisonner certains paysans qui n'ont pas respecté les accords qu'on avait faits ou pas. Mais au final,
la décision a été que je n'ai pas décidé de porter plainte contre ces paysans-là pour la simple et bonne raison qu'ils avaient une famille derrière et que leur difficulté... Tout se règle par communication aussi. Voilà. D'accord. Alors, vous avez parlé de moyens, c'est-à-dire personnes aux ressources humaines. Qu'est-ce que je dis là? Des personnes donc aux ressources humaines, oui. Et voyons maintenant le moyen financier. Est-ce que ça a demandé vraiment... Alors, pour commencer, j'avais eu un peu d'argent de côté que j'ai ramené du Canada. Mais ça n'a pas suffi puisque ma première entreprise a fait faillite, comme je l'ai dit précédemment. Quand j'ai dilapidé, entre guillemets, mes économies, j'ai dû chercher d'autres moyens parce que je voulais continuer à investir. Je trouvais du plaisir dedans à chercher des solutions économiques pour moi-même, mais également pour les individus avec qui je voulais travailler. Donc, je me suis tourné vers le partenariat. Au début, ça a commencé par la famille, mais peu à peu, ils ont été tous convaincus par les idées. Et comme j'ai un peu de formation dans ce qu'on appelle la vente, grâce à mes expériences, ça n'a pas été trop difficile pour moi de chercher des gens à rallier à ma cause financièrement. D'accord. Alors, maintenant... C'est comment la projection, vu changement climatique et tout ce qui s'ensuit avec la nature? Alors, la suite, pour moi, mon objectif premier, ce serait de faire d'abord davantage connaître notre beau pays à tous nos compatriotes. À travers l'économie? À travers l'économie, ou le tourisme, ou quoi que ce soit. La spécificité de ma compagnie, c'est qu'elle s'adapte, c'est-à-dire... on travaille de l'agroalimentaire, mais on fait aussi du tourisme. Pour la simple et bonne raison que on est convaincu que la culture, pour les gens des villes, peut provoquer le changement. Et donc la suite pour l'entreprise, là, ce serait de continuer de s'étendre dans les régions afin de maîtriser un maximum de panels de production et faire briller Madagascar au niveau international parce que c'est la chose qui nous manque. Parfois, on a tendance à penser qu'on a besoin de l'État pour pouvoir briller à l'étranger, mais c'est les petits efforts individuels, comme le dit Darren Hardy dans son livre Les effets cumulés, c'est les petits efforts individuels de chaque journée qui vont au final s'accumuler pour donner un résultat concret dans notre objectif de tous les jours. Alors, j'ai soulevé changement climatique, même le calendrier culturel a complètement été bouleversé. Et cette rencontre avec les villageois, les agriculteurs, par rapport à ce changement climatique, ça ne dévie pas un peu de vos objectifs ou des retards de production? Ça nous aide surtout à comprendre les difficultés de production parce que derrière, il y a le marché qui demande toujours, mais de l'autre côté du rideau, nous, on voit réellement les difficultés. Par exemple, pour le pois de Cap, cette année, nous avons eu une récolte, mais terrible, parce que les calibres ne respectaient pas les normes demandées par le marché mauricien. Donc, nous avons été contraints de renégocier nos contrats avec les Mauriciens pour qu'ils acceptent nos calibres. Et Dieu merci, ils sont compréhensifs. Mais le fait est que trouver des solutions avec les villageois face au changement climatique, à l'absence d'eau, nous aide aussi à comprendre et à réajuster le marché. Parce que le problème aujourd'hui avec le marché international, c'est qu'il veut nous cadrer. Or, la culture, ça se cadre pas, c'est la nature qui offre. Donc, il faut faire comprendre aux acheteurs, mais aussi... C'est tout un phénomène de marketing, tout compte fait. Voilà, ouais. Il faut faire prendre conscience aux gens qu'on est en train de le vivre et qu'il faut qu'on s'adapte avec, surtout. Parce qu'on ne peut plus avoir la production d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est impossible. Alors, Jonathan, le temps passe très vite. Vous êtes jeune, même pas 30 ans. Toutes ces expériences-là, mais qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes? Alors, comme je le dirais souvent, c'est première chose, avoir un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas tracer un chemin, une feuille de route. D'abord, fixez-vous des objectifs.
personnel, hein, parce que avoir des objectifs pour tout le monde, c'est bien, mais il faut penser à soi d'abord. C'est la première chose que j'ai apprise quand j'étais à l'étranger. Se concentrer sur soi. Et lorsque le soi avance... C'est un peu diphtongue par rapport à la culture malgache aussi. Ah oui, beaucoup. Mais c'est important de se concentrer sur soi parce que lorsque l'on arrive à faire des choses pour soi, on change petit à petit le monde autour de nous. Et c'est comment, d'après mon humble avis, c'est la meilleure manière de changer les choses à un niveau individuel, puis familial, puis toute la communauté. Et qui sait un jour, tout le pays peut-être. Mais lancez-vous, fixez-vous des objectifs et lancez-vous. Ne vous posez pas trop de questions parce qu'à partir du moment où vous vous posez des questions, vous aurez des doutes et ça vous freinera. L'important, c'est de commencer quelque chose. Si ça marche ou si ça marche pas, continuez à persévérer, mais gardez vos objectifs près de vous pour pouvoir les réaliser. C'était l'embarras de Jonathan Randenarville, opérateur, mais également un retour au pays marqué donc par des expériences d'abord négatives, mais après positives et dans cet élan de toujours mieux faire. Merci à vous. Merci beaucoup.